vous retrouver dans l'auditorium en ce début d'après-midi. Nous sommes en train de nous mettre en place du côté de la technique. Il y a quand même, c'est vrai, pas mal de clés USB qui doivent transiter vers l'ordinateur que vous voyez au premier plan, près de notre estrade qui va accueillir les restitutions cet après-midi. Nous avons plusieurs ateliers, plusieurs tables rondes qui ont été menées et nous allons pouvoir avoir 12 restitutions. Je ferai monter par thématique les différents rapporteurs qui viendront donc s'installer sur la scène. Mais avant de débuter ces restitutions, il y en a une que j'aimerais accueillir sur notre scène. C'est Annabelle Permal-Naïk qui était en charge donc de nous rapporter le mini-séminaire qui a eu lieu hier matin au sujet donc des conseillers numériques France Service. Vous êtes la coordinatrice des conseillers numériques France Service à La Réunion et vous êtes de Solidarnum. Et donc nous accueillons... Je peux vous donner un micro, à moins que celui... Voilà, je vais me rapprocher de vous parce que je ne pense pas qu'il soit branché celui-là. Si, c'est bon. Si, c'est bon ? On m'entend. Parfait. Bonjour Annabelle. Bonjour tout le monde. Alors, mini-séminaire, mais on a beaucoup travaillé, hein, quand même. Entendu. Alors, du coup, voilà, je suis la coordinatrice des conseillers numériques de La Réunion. Et hier, avant l'ouverture du NEC 974, on a travaillé avec les conseillers numériques de La Réunion et avec les référents, du coup, des conseillers. Vous n'étiez pas là parce que c'était réservé aux conseillers numériques, bien sûr. Il fallait être des VIP. Du coup, je ne vais pas vous présenter tout ce qu'on a fait pendant ces 3 heures d'échange, mais on va juste revenir un petit peu sur les ateliers. On a travaillé sur un atelier, c'était NOUT CNFS 974 demain. Donc le but, c'était de dresser le profil type du conseiller numérique et de se projeter, en fait, voir ce qu'il était possible de faire évoluer ou pas dans le dispositif à La Réunion. Et on a vu qu'il y avait différents points du coup qui revenaient régulièrement dans les échanges. Alors, on note une volonté des conseillers numériques de renforcer le réseau. Nous sommes 70 conseillers numériques sur La Réunion, mais malheureusement, pour l'instant, chacun travaille un petit peu dans son coin. Donc, on va essayer de structurer un petit peu tout ça, de mettre en lien tous les conseillers numériques. Il y a des réunions, du coup, qui vont se faire régulièrement pour partager sur les actions, par exemple, et pour échanger, par exemple, des compétences et des connaissances. Alors, nécessité de faire connaître les conseillers numériques et leurs actions. On a des conseillers des conseillers dans différentes structures du coup et qui travaillent avec des publics différents. Le seul souci, c'est que c'est compliqué au niveau d'une petite structure des fois de faire connaître ses actions, de trouver du public. Donc là aussi, on va travailler pour faire connaître les actions. Et pour se rapprocher un petit peu plus de la population. En tout cas, même si la population ne vient pas vers les conseillers, eux, vont se déplacer et vont aller faire leur mission directement au plus proche de ceux qui en ont besoin. Un autre point qui a été abordé, c'est la montée en compétences. Les conseillers numériques, quand ils sont recrutés, ils démarrent par une formation plus ou moins longue en fonction des compétences de chacun. Mais après la formation, du coup, il faut continuer puisque vous savez que le numérique évolue tous les jours. Il y a de nouveaux outils qui arrivent et il faut se former en continu. Et voilà, le titre la certification conseiller numérique vient du CCP1 de responsable d'espace de médiation numérique. Donc, ils doivent valider une seule compétence pour être conseiller numérique. Mais du coup, certains se posent la question, pourquoi pas continuer et devenir après des responsables d'espace de médiation numérique ? Alors, ensuite, un dernier point. On est revenu sur les outils du coup qui sont mis à disposition des conseillers numériques. Un conseiller numérique, il a un pack, on va dire, avec une boîte mail pro, des outils de travail collaboratif, mais c'est pas assez exploité pour l'instant. Ils doivent aussi remplir un compte rendu d'activité qui n'est
pas forcément fait, ce qui n'est pas forcément fait à chaque fois. Mais les conseillers numériques de La Réunion sont très, très sollicités, très débordés. C'est pour ça, on ne va pas leur jeter la pierre. Mais on est revenu sur l'importance des outils qui sont mis à leur disposition et l'importance justement de remplir les comptes rendus d'activité, puisque c'est ce qui reflète en fait la réalité de notre territoire. Si on accompagne beaucoup de personnes, c'est parce qu'il y a vraiment un besoin à La Réunion. Et du coup, voilà ce que je pouvais dire sur cet atelier qui a eu lieu hier. Merci, Madame Permal-Naïk. Eh bien, nous allons pouvoir accueillir derrière notre belle table les 4 restitutions qui ont eu lieu hier après-midi. Donc des tables rondes et des ateliers avec pour thème l'inclusion numérique, coopération régionale, le pass numérique, RTL et développement d'outils pays d'inclusion numérique à l'usage des médiateurs. Si vous voulez bien nous rejoindre sur la scène et vous installer sur votre chaise, nous avons 2 micros à votre disposition, 5 minutes par intervention, ça nous permettrait de respecter le déroulé de notre après-midi. Pour l'instant, j'ai qu'une seule personne qui s'installe. Est-ce que vous allez être en charge de faire toutes les restitutions? Ça m'étonnerait. Prenez place, ne prenez pas peur, mais plutôt le micro. Je répète, si vous êtes rapporteur sur les thèmes que sont l'inclusion numérique, coopération régionale, le pass numérique, RTL ou encore développement d'outils pays d'inclusion numérique à l'usage des médiateurs, venez nous retrouver. Vous êtes peut-être en train de peaufiner vos rapports. Pour l'instant, j'ai 2 personnes. Alors, je vais vous présenter. Je vais rapprocher déjà les micros. Bonjour. Bonjour, Kevin Goubeau, donc de l'association Solidarnam. D'accord. Vous étiez dans quel atelier ou quelle table ronde? Réunion des tiers-lieux. D'accord, très bien. Donc, je vous donnerai la parole en 3e. Bonjour. Alors, bonjour, moi c'est Maëva Permal-Naïk, je suis de l'Université de La Réunion et j'étais sur l'atelier développement d'outils pays d'inclusion numérique à l'usage des médiateurs. Très bien, je vous donnerai la parole en 4e. À côté de vous. Bonjour à tous, donc Sébastien Mas, je suis le rapporteur au pied levé de l'atelier sur les passes numériques à la place de la CGSS qui s'excuse pour son absence. Donc du coup, vous n'aurez pas de slide de ma part, mais je vous ferai un compte-rendu oral. Très bien. Normalement, je dois vous donner la parole en second. J'aurais voulu avoir la personne qui va s'adresser à nous en première. Après, il n'y a pas vraiment d'ordre. On peut commencer avec vous, Monsieur Mas. Et voilà, vous avez 5 minutes. Faites-nous votre rapport. Très bien. Nous écoutons. Donc, rapidement, nous avons mené un entretien d'environ 1h30 autour d'un atelier qui visait à s'interroger sur la possibilité de mobiliser davantage les commanditaires du pass. Donc, pour rappel, le pass est un dispositif porté par la région qui vise à subventionner des formations de manière gratuite pour les usagers. Et la question s'est posée de savoir comment on pourrait davantage mobiliser du public autour de ce dispositif. On a donné la parole dans un premier temps à la région qui a présenté un bilan du dispositif. Dans un second temps, on a fait parler les prescripteurs du dispositif pour voir de leur côté, du côté de la délivrance de bons, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Dans un troisième temps, on a donné la parole aux médiateurs afin qu'ils nous partagent leur retour d'expérience. Et dans un quatrième temps, on a laissé l'auditoire s'exprimer librement et poser des questions. Donc, je vais vous faire une rapide synthèse des points essentiels qui ont été relevés par les membres et qui pourraient demain permettre une démultiplication de l'utilisation du dispositif. Une partie des intervenants ont souhaité qu'on structure davantage l'accompagnement autour d'un certain nombre de compétences clés qui auraient été clairement identifiées. Aujourd'hui, les structures de médiation ont tendance à proposer, disons, un petit peu à la carte avec les moyens qui sont les leurs des formations sans que ceci ait été véritablement unifié autour d'une grille de compétences communes. Il en existe aujourd'hui qui est connu au niveau national et qui fait foi à mon sens. En tout cas, c'est le PIX, qui est un outil mis en place par l'État. Et il pourrait être intéressant demain que toutes ces compétences clés s'articulent autour de ce référentiel commun.
Les interlocuteurs de la table aussi ont souhaité qu'on mutualise davantage des ressources, se mettre en place un kit en ligne, peut-être sur une plateforme, des supports de communication unifiés, plus de clarté sur les lieux où les structures de médiation sont disponibles, des points de contact, les horaires d'ouverture, etc. Un souhait aussi d'élargir les prescripteurs qui sont quelque part aujourd'hui les caisses de résonance au premier plan de ce dispositif. Aujourd'hui, il en existe 4. Demain, un rapprochement pourrait être fait avec de nouveaux interlocuteurs publics, par exemple les maisons France Service ou encore les EPCI, voire éventuellement privés, car il y a de nombreux acteurs tels que les banques, l'assurance ou encore les fournisseurs d'énergie qui rencontrent très régulièrement des usagers en difficulté numérique. On souhaite développer davantage ce qu'on appelle l'aller vers, c'est-à-dire le rapprochement au plus près des usagers. Aujourd'hui, 30 structures de médiation existent, 4 prescripteurs sont présents sur le territoire, mais on essaye de manière de plus en plus homogène à aller au plus proche, en tout cas, des interlocuteurs et les inciter à sortir et franchir le pas quelque part de ces difficultés numériques pour être formés. Une articulation des différents financements pour être mis en place. On a eu un retour d'expérience très très intéressant d'une intervenante de la Drôme qui a justement réfléchi au devenir du dispositif en mettant en tout cas des interlocuteurs privés autour de la table et en leur demandant via quelque part une conférence des financeurs à participer à mettre au pot, car ce sont aussi leurs usagers qui pourraient voir leurs compétences accrues et quelque part les agents d'accueil de ces interlocuteurs voir leurs charges significativement amoindries. Enfin, un point à ne pas oublier, c'est que si on met en avant la question des formations, il y a aussi à s'assurer de l'accès pour le plus grand nombre du matériel. Et aujourd'hui, on voit que certaines personnes qui viennent en formation au sein des structures de médiation n'ont malheureusement pas systématiquement chez elles du matériel à disposition. Donc en parallèle de cet accompagnement et de cette montée en compétences, il y a également à s'assurer de la plus grande couverture possible de l'accès au matériel pour les usagers en difficulté. Voilà, synthèse rapide. Merci Monsieur Mas. Nous donnons la parole maintenant à mademoiselle ou madame, je ne sais pas, Permalnaïk. Alors, hier s'est tenu l'atelier concernant les outils pays d'inclusion numérique. C'est une thématique qui avait été demandée et qui a suscité beaucoup d'intérêt, tant au niveau des intervenants qu'avec l'audience. Et s'il fallait résumer cet atelier avec un mot, ce serait l'adaptation. Nous avons vu qu'il y avait une véritable nécessité d'adapter ces outils aux spécificités de notre territoire. Spécificités parmi lesquelles figurent notamment le plurilinguisme de notre île, ou encore le fort taux d'illettrisme, ou encore la crainte de l'outil informatique pour certaines personnes. Alors, nous sommes d'abord partis d'un constat qui a fait ressortir plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que l'utilisation de la langue créole pour les médiateurs, que ce soit pour l'initiation à la formation et à la formation de l'outil numérique ou encore pour l'accompagnement des démarches administratives, le faire en créole permettait de rapprocher les personnes qui sont les plus éloignées du numérique et parfois réticentes à cet outil. Nous avons vu aussi que les médiateurs ne sont pas suffisamment formés aux questions linguistiques et culturelles de notre territoire. Le volet culturel et linguistique n'est pas toujours abordé lors des formations des médiateurs numériques. Nous avons fait aussi le constat qu'il manquait un véritable diagnostic du territoire quant à la fracture numérique. Enfin, concernant plus concrètement les outils, nous avons vu qu'il y avait déjà des initiatives qui étaient déjà en place où on utilise la langue créole, notamment dans les campagnes de pub. Et nous avons vu une belle illustration de la campagne Mon carnet de santé numérique en créole qui pouvait faciliter l'accessibilité aux informations. Face à ces problèmes, plusieurs pistes de solutions ont été envisagées. Et avant de réfléchir à ces solutions, nous pensons qu'il faudrait une enquête pour avoir une véritable vision du terrain, afin de prendre connaissance des difficultés rencontrées par les médiateurs et les usagers du numérique, les personnes les plus concernées par la fracture numérique. Nous pensons qu'il faudrait identifier qui sont ces personnes en difficulté et où elles se trouvent. Concernant les outils numériques, nous pensons qu'il faudrait une plus grande visibilité
une plus grande visibilité des outils existants qui sont déjà mis en place, notamment par la NCT ou la MEDNUM. Nous pensons qu'il faudrait les adapter à notre territoire par la traduction ou la simplification, par exemple. Et concernant plus concrètement les outils pays, nous tenons à signaler qu'il ne s'agit pas ici de tout traduire en créole, mais de traduire quand c'est possible ou d'adapter et de contextualiser ces supports déjà existants afin de permettre une plus grande accessibilité. Ensuite, nous pensons qu'il faudrait inclure dans la formation des médiateurs numériques une initiation, une sensibilisation aux questions sociolinguistiques de notre île et aux questions culturelles. Nous pensons qu'il faudrait former les médiateurs à l'accueil et à la pédagogie du public plurilingue. Concrètement, pour accueillir ce public plurilingue, nous pensons qu'il faudrait peut-être créer un petit lexique dans les langues qui sont présentes à La Réunion. Un lexique qui serait à l'usage des médiateurs, leur permettant d'accueillir plus facilement le public. Et pour reprendre une phrase qui a été dite hier, pour le développement d'outils pays, il y a une phrase qui a été dite que nous n'en sommes capables à Réunion et il faut nous en servir. Nous les capables développent bons outils. Nous faisons ici référence, c'est-à-dire que nous avons des personnes qui sont compétentes dans la conception de sites ou encore dans la communication ou encore dans la traduction. Nous pensons qu'il faudrait les associer autour de réunions de travail pour mettre en place des outils adaptés à notre contexte. Ce sont des réunions où il faudrait associer toutes les personnes concernées, surtout les médiateurs numériques qui sont les plus concernés par ces problématiques. Et enfin, concernant ces groupes de travail, se pose maintenant la question des acteurs à convier. Quelques pistes ont été évoquées lors de l'atelier. Se pose maintenant la question du financement de ces outils, de potentiels financeurs de ces outils. Merci beaucoup. Est-ce que votre voisin a besoin d'un support avec une projection ou vous nous faites votre restitution seulement à la voix ? Ok, bah, très bien. C'est à vous pour nous parler de la restitution de la réunion des tiers-lieux. Alors, au niveau des tiers-lieux, nous avons évoqué pas mal de points. Je vais essayer de vous synthétiser ça assez rapidement. Nous avons parlé aussi, bien sûr, du fondamental. Qu'est-ce qu'un tiers-lieu ? Qu'est-ce qu'on pouvait mettre dans un tiers-lieu et quels sont les types de tiers-lieux ? Et en fait, il y a une diversité des tiers-lieux qui est assez énorme, diverse et variée en fait. Aussi bien, aussi pour l'accueil des utilisateurs. Mais par contre, nous avons aussi remarqué que trouver ces tiers-lieux, les recenser, était aussi un des problèmes aussi pour y accéder. Tout le monde n'a pas connaissance de ces tiers-lieux qui sont parfois situés dans des lieux un petit peu cachés. Donc ces tiers-lieux aussi ont forcément un modèle économique qui n'est pas forcément facile à tenir. Et donc, le financement de ces tiers-lieux a aussi une problématique et des solutions existent aussi de manière diverse et variée, que ce soit de subventionnement public ou privé en fait. Donc, il y a aussi quels sont les enjeux de ces tiers-lieux donc au niveau des privés. Donc, comment les entreprises peuvent aussi accéder à ces tiers-lieux et comment on peut aussi travailler et compléter grâce peut-être à la formation et à l'inclusion de ces professionnels au sein de ces tiers-lieux en fait. Donc les tiers-lieux, les exemples les plus courants, ça va être du coworking, du télétravail, du Fab Lab, des Living Lab, donc, et j'en passe, hein, ça peut être aussi culturel. Donc voilà un petit peu pour ce point-ci. Donc on a aussi recensé qu'on manquait aussi énormément d'outils en fait, d'outils pour nous aider aussi à reconnaître, à voir un petit peu ces structures. Donc bien sûr, il y a des structures qui sont en charge au niveau de réunions des tiers-lieux justement, pour essayer de cartographier les différents lieux sur l'île en fait, que ce soit la médiation, l'inclusion numérique aussi, culturelle, etc. Et donc, comment aussi mettre en relation ces professionnels
ce public, ces scolaires, ça peut être ces utilisateurs lambda avec ces différents tiers-lieux. Vous avez tout abordé? En tout cas, vous avez tout restitué? Oui. Oui. Ben, nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci. Nous avons parlé hier après-midi d'inclusion numérique, de coopération régionale. Madame Fontaine était là, se saisit du micro. Si, j'étais là. C'est à vous, vous êtes Je suis accompagnée. encore là, d'ailleurs. Vous êtes venue accompagner. Oui, je suis venue accompagner, mais c'est parce que comme on était un peu en retard sur l'horaire de la restitution de la première vague, on sera en avance pour la deuxième vague. Ok, très voilà. bien, très bien, Comme très quoi. bien. Nous vous écoutons. Donc, nous allons parler de la table ronde qui concernait inclusion numérique et coopération régionale qui s'est déroulée hier après-midi. Avec en intervenant Solidarnum, le président de la Société d'entraide et de bienfaisance France Maurice, l'université et l'université numérique de La Réunion. Alors, la problématique, alors est-ce que c'est une problématique ou plutôt un sujet d'interrogation et d'intérêt, c'était comment accompagner l'inclusion numérique dans le bassin océan Indien, donc opération régionale, puisque c'est le territoire qui est en proximité de celui de La Réunion. Alors, la première question qui a été posée, c'est est-ce qu'il est pertinent qu'un département français s'intéresse à la coopération régionale? Excusez-moi, ce sont des lunettes où on voit à 80 cm. Au-delà, on ne voit plus rien. Donc, je vais faire comme ça. Oh, désolée. Mais est-ce qu'on est légitime, en fait, à se poser ce type de questions? Est-ce que l'inclusion numérique, on doit le prendre, nous, département français? Est-ce qu'on doit s'intéresser à ce sujet-là? La réponse a été... Oui. Même quand tu n'y es pas, tu as les réponses quand même. Oui, pourquoi? Parce qu'on a des compétences, et notamment au niveau Monsieur Potier de la région Réunion. Si, en coopération régionale. Et puis, il y a quand même aussi des sujets. La France, la francophonie est quand même assez étendue. Elle reprend des couleurs en plus. Et puis, il y avait aussi et donc, à ce titre-là, il y a aussi le sujet de l'accompagnement des expatriés. Quand même aussi être solidaire, ça peut être compliqué dans un pays, et quand on arrive à intégrer un numérique qui est partagé, ça se passe quand même toujours beaucoup mieux. Alors, une question quand même à laquelle on n'a pas eu de réponse, Monsieur Montbrive, ce sont les instances de coordination dans l'océan Indien. Alors voilà, bon, qui veut en parler? Les instances de coordination dans l'océan Indien, qui normalement devraient pouvoir aussi être associées ou saisies de ce point. Ben voilà, donc du coup, la question reste posée, et on va la poser dans les conclusions et les communs. La question reste posée. Permettez que je vous tende le micro, comme ça on pourra en profiter. Voilà, alors oui, il y a des instances qui existent aujourd'hui, mais en ce qui concerne l'inclusion numérique, il n'y a pas de réseau, c'est clair. On part un peu en franc-tireur en ce qui nous concerne. Et heureusement d'ailleurs que La Réunion existe avec son inclusion numérique de très haute qualité, puisqu'on va tout simplement s'inspirer de ce qui existe ici. Pas de copier-coller, parce que je ne pense pas que ce soit le sujet. Et on va y aller à petits pas, c'est clair. Moi, j'avais expliqué largement hier que malheureusement, à l'île Maurice, l'inclusion numérique, c'est un objet non identifié. C'est désolant, mais c'est comme ça. Alors, il ne faut pas non plus dramatiser. Si vous voulez, il y a des expériences d'inclusion numérique, en fait, comme disait M. Jourdain, qui fait de la prose sans le savoir. C'est un peu ça. C'est-à-dire chacun dans son coin fait un peu d'inclusion numérique à sa manière. Mais tout ça n'est pas organisé, n'est pas en réseau, et du coup n'est pas très efficace, et ne répond pas forcément à la demande de nos compatriotes français de l'étranger qui se considèrent comme des Français, comme tout le monde. Voilà. Voilà. Donc la réponse est non. Il faut travailler dessus. Voilà, il faut travailler dessus. Donc c'est un point à poser, un point de progression au niveau de la coordination océan Indien. Alors,
sur les dispositifs qui existent, parce qu'il y en a quand même pour accompagner et pour pouvoir monter des projets, on va d'abord parler de financement, parce que ça c'est important. Un projet, il faut qu'il soit quand même, pour qu'il puisse arriver à son terme, financé correctement. Donc il y a des fonds de financement qui existent. On en a dénombré 2 principaux, puis un qui peut être aussi activé. C'est d'abord un fonds qui est géré par la préfecture, c'est le fonds de coopération régionale. Et un dispositif aussi, toujours aussi géré par la région, c'est la cellule Interreg. Et une partie aussi du Fonds de solidarité européen peut être, le FSE peut être, le Fonds social, pardon, européen peut être activé, oui, peut être sollicité également. Alors, on a bien attiré l'attention quand on parle de financement à la question de l'éligibilité. Il faut évidemment avoir satisfait un certain nombre de critères, mais aussi regarder quel est le taux qui va de 50 à 100%. Et en plus, subtilité, pour passer de 50 à 100%, quelquefois, c'est une question d'échéance. Daniel, c'est ce que tu nous avais expliqué. Donc il faut faire vraiment attention lorsqu'on monte son dossier et qu'on sollicite le fonds pour ne pas se retrouver ensuite dans la difficulté. Oui, et surtout de qualification du projet. S'il rentre dans la case intérêt général, il est bien plus aidé et puis offre une certaine liberté que n'ont pas les autres dossiers dans le cadre européen que vous connaissez, où c'est la date de dépôt du dossier qui commence à rendre les choses éligibles. Si on est reconnu d'intérêt général, la cellule Interreg m'a dit que même des choses déjà entamées peuvent entrer dans le projet. En tout cas, la recommandation, c'est de se faire aider par les porteurs de fonds. Il y a les conseillers, il y a évidemment de la documentation en ligne. Ne pas hésiter à vraiment évoquer le projet de façon à ne pas se retrouver finalement avec des choses qui vont vous empêcher soit d'être éligible, soit de pouvoir mener à bien ce que vous aviez prévu. Alors, on a eu un exemple également de dispositif de partage au niveau de la connaissance, de la culturation et également des compétences. C'est le portail de l'Université numérique de La Réunion qui propose un panel très très large de formations qui sont 100% numériques, donc accessibles, nonobstant évidemment le fait de pouvoir y accéder. Mais au moins, c'est disponible et ça permet d'avoir à la fois de la certification, du badge et donc de pouvoir également être autonome dans la mesure où malgré tout, ça fait partie d'une démarche soit spontanée de la personne, soit, et c'est bien là le projet également de ce dont je voulais vous parler dans un petit instant du pilote, c'est un projet qui est monté par des acteurs de l'inclusion numérique et que ce soit sur le territoire ou entre pays. Et justement, le problème, ce serait trop simple s'il n'y avait pas de freins, de difficultés et de contraintes. Alors, on n'a pas pu faire évidemment l'exhaustivité de tout ça, mais tout de même, l'un des premiers paramètres à prendre en compte, c'est la connexion au numérique sous toutes ses formes. Comment est-ce que j'accède au numérique ? C'est très hétérogène dans l'ensemble des pays de la zone. Donc, effectivement, comme le rappelait M. Misselin, on est plutôt bien servi sur La Réunion et sur Mayotte d'ailleurs. Par contre, dans les autres pays de la zone, il faut quand même prendre en considération la connectivité, l'accès aux équipements, y compris pour pouvoir utiliser le numérique, faut bien un terminal. Et évidemment, à côté de ça, la façon dont vous allez vous l'utiliser au point de vue professionnel, au point de vue personnel, pour l'éducation, etc., etc. Donc, tout ce qui est autour de la connexion au numérique qui n'est pas égal en fonction des pays. Ensuite, et là c'est un peu le pendant, puisque les politiques aussi publiques peuvent être différentes. Nous, effectivement, au niveau de la France, on a quand même, il me semble, une politique en matière d'inclusion numérique qui essaie en tout cas de laisser le moins possible de personnes sur le bord du chemin. C'est pas toujours les mêmes priorités ailleurs, donc là, c'est aussi en tout cas un point à bien regarder en amont. En sachant, et on l'a souligné parce qu'il y a eu des suggestions, effectivement, nous, comme on a des programmes qui fonctionnent, et d'ailleurs, vous le voyez et vous le verrez encore plus tout au long des restitutions des ateliers et tables rondes, on a quand même des programmes qui sont solides et qui donnent des résultats. La problématique, c'est qu'en termes de coopération régionale, c'est impossible ou quasi impossible à dupliquer. Donc ça veut dire qu'il faut refaire du modèle, il faut
bien sûr s'en inspirer parce que ce qui fonctionne, il n'y a pas de raison de ne pas aller un peu copier les bonnes pratiques, mais on ne peut pas faire de transposition. On a parlé notamment du pass numérique et du dispositif de conseiller ou de médiateur numérique. Eh bien non, on ne peut pas comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'effectivement, on ne peut pas s'appuyer sur ces dispositifs pour concevoir quelque chose qui va être tout aussi efficace. Alors, on a fait un pas de côté, on va dire ça comme ça, en parlant du métavers. Pourquoi ? Parce que en termes de contraintes ou de difficultés, ce qu'on a vu, c'est que on peut tout à fait avoir un programme, on peut tout à fait avoir des accompagnants et des accompagnements. Encore faut-il, et là ça rejoint un peu le fait d'être solide dans son projet, il faut aussi que les contenus soient eux solides et qu'ils puissent être constants. Et du coup, on a eu une large digression avec le métavers dont on entend beaucoup parler, mais qui, une fois qu'on arrive à l'exposer, quelquefois, on peut se retrouver un petit peu perplexe devant les contenus qui sont proposés aujourd'hui. Voilà. Et puis, évidemment, l'apprentissage lui-même, est-ce qu'on apprend tous de la même façon dans tous les pays de la zone ? C'est pas sûr non plus. J'ai bientôt fini. Donc, les actions phares, c'est qu'on va faire un test, donc un pilote. Et ce pilote, il va être entre La Réunion et l'île Maurice, avec justement alors je ne vais pas écorcher le nom, la SEB, oui, justement, Société d'entraide et bienfaisance France-Maurice et Solidarnum. Donc ce pilote, il va être justement, on parlait de financement, c'est la cellule Interreg qui a été sollicitée pour cela. Et l'objectif, c'est dans juin 2023, de pouvoir produire les résultats de ce pilote. C'est bien ça oui, c'est juin 2023, on a dit, ouais. Et évidemment, nous sommes un numérique en commun. Donc l'attente, c'est de partager les enseignements, partager aussi ce qui n'a pas marché. Parce qu'en termes d'enseignement, quelquefois, on a tendance toujours à plus focaliser sur ce qui va bien et à proposer des solutions dans ce sens-là. Également, on a dit attention également à bien mettre en exergue aussi ce qui n'a pas fonctionné, ce qui était probablement une bonne idée sur le papier, mais finalement qui s'est pas vérifié. Et faire attention dans le ou les communs produits à certains points de partage, et notamment deux choses qui ont été soulignées. C'est qu'il fallait probablement un genre d'annuaire, d'index, de référencement sur tous les projets et les initiatives pour pas dupliquer des choses sans savoir que ça a déjà été fait, et pour pouvoir, plusieurs, vous savez, on est plus fort, et donc pour pouvoir porter les projets jusqu'au bout. Et enfin aussi, parce que c'est vrai qu'on est dans le bassin régional, mais on a un ministère qui est celui des Outre-mer, je ne vous l'apprendrai pas, pourquoi pas remonter le sujet à ce niveau-là. Et je vous dis merci pour votre attention. Avez-vous des questions ? Non, on n'aura pas le temps de vous poser des questions. Et vous avez été suffisamment complète dans le même temps. Non, la table ronde, c'était hier. Là, aujourd'hui, c'est la restitution. Et pour le bon déroulé de cet après-midi, je suis obligé de vous libérer et de vous remercier avant pour la précision. Et puis, c'est pas un exercice facile, donc bravo, vous recevez les applaudissements de toutes celles et ceux qui ont pu vous écouter. Je vais donc vous inviter à prendre place dans la salle et nous allons. J'attends donc sur les sièges, sur vos chaises, les 4 prochains thèmes. Et donc là aussi, l'exercice n'était pas facile puisque les réunions ont eu lieu ce matin à 9h et nous proposer dès ce début d'après-midi une restitution. C'est un exercice peut-être un petit peu compliqué. J'espère que vous n'avez pas manqué de temps, en tout cas, pour ce faire. Et j'invite celles et ceux qui ont travaillé sur la cartographie des financements, l'utilité de la visibilité du réseau des structures d'inclusion, l'inclusion et la transition numérique chez les professionnels, et encore la base numérique du patrimoine, à venir nous rejoindre sur notre scène. On s'est présenté tout à l'heure. Vous pouvez me rappeler votre nom pour qu'il soit bien clair pour tout le monde ? Votre micro, normalement, est allumé, sauf si on vous l'a coupé. On vous l'a éteint. Est-ce que vous appuyez dessus, vous voyez un voyant vert ? C'est un scandale. Voilà. Thierry Donadio, donc direction des finances publiques. J'interviens sur la cartographie des financements par les financeurs eux-mêmes. D'accord.
J'avais l'année dernière un crédit de temps, mais apparemment ça m'a été refusé. Donc pour gagner du temps, il n'y aura pas de restitution du coup. Alors il y a forcément un équilibre à trouver entre les différents impératifs des acteurs et partenaires de l'inclusion numérique. Surtout quand on arrive au stade de la réalisation des projets, parvenir à concrétiser tous les travaux réalisés jusque-là. En d'autres termes, à demander à mettre la main au portefeuille. On ne peut contraindre, à notre avis, nos usagers, nos clients, nos citoyens, tout simplement, à ne pouvoir qu'utiliser les services en ligne. Le numérique sans alternative, et ensuite se dérober quand il s'agit de financer les moyens permettant au plus grand nombre d'entre nous d'utiliser ces services ou plus simplement de faire valoir nos droits les plus élémentaires. Autrement dit, vous avez numérisé toute l'année, et bien financez maintenant. C'est un peu la fable. J'ai décidé de structurer nos travaux en trois points. Donc, rendre lisibles les sources de financement pour les acteurs de terrain, diversifier les sources de financement et enfin trouver un équilibre entre nécessité de contrôle et complexité de l'accès au financement. Rendre lisibles les sources de financement. Donc en fait, face à la diversité et à la multiplication des sources de financement mises à la disposition des acteurs, il est indispensable de faire œuvre de lisibilité. Un portail unique ainsi sera mis en place mi-décembre qui va en fait synthétiser, regrouper l'ensemble des appels à projets de façon à ce qu'il n'y ait pas d'oubli et il y ait un point d'entrée unique pour répondre à ces appels à projets. Il a été souvent également reproché que les financements se fassent sur les actions et projets, mais pas forcément sur le fonctionnement propre des associations. Or, il faut savoir que ces financements existent, encore faut-il effectivement les trouver les renseignements nécessaires à leur déblocage. Donc pour tout cela, il y a des accompagnements dans les démarches pour répondre aux appels à projets et par décision ministérielle, il y a également la création d'un portail commun via servicepublic.net qui va également faire œuvre de synthétisation et pour trouver effectivement les documents permettant de répondre aux appels à projets. Il y a un souci également de diversifier les sources de financement. Donc en fait, on a eu un apport très intéressant d'un membre de l'atelier qui dit en substance que les appels à projets c'est bien, mais d'un autre côté ça met en concurrence les associations. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas, à côté de ça, essayer de mutualiser les projets, de faire un travail de masse, de façon à peser davantage vis-à-vis des financeurs. Et effectivement, par le biais d'associations, par le biais de mutualisation, il arrive en tout cas, il nous a fait profiter de son expérience, à peser et à pouvoir signer des conventions avec les partenaires, des collectivités locales et des associations de communes également, de façon à signer des conventions et à trouver des sources de financement. N'oublions pas également le partenariat privé. Alors là, je vous annonce des bonnes nouvelles. Parmi les membres de l'atelier, il y avait une banque dont le nom commence par crédit et finit par agricole, qui nous a affirmé et confirmé qu'il y a des sous, il y a plein de sous, donc il manque des projets. Donc ne pas hésiter. Alors par l'intermédiaire de prêts spécifiques, de prêts relais dans l'attente d'une subvention par exemple, de livrets spécifiques, de mécénat et de mise à disposition d'une plateforme qui s'appelle Yapla et qui effectivement aide le secteur associatif dans les méandres des demandes de subventions. Également le secteur associatif qui aide également via France Active Réunion par exemple pour des prêts, des garanties bancaires, l'accompagnement à projet, le dispositif local d'accompagnement et également un membre de l'atelier qui nous a vraiment intéressés avec la notion de financement participatif, POC, donc en fait qui a un site et qui propose également un accompagnement personnalisé, des garanties
bancaire également, tout un système de financement participatif. Enfin, la troisième partie, qui est peut-être la plus sensible, c'est l'équilibre entre nécessité de contrôle et accès au financement. On ne peut pas effectivement faire un raccourci entre complexification des règles de fonctionnement des associations, notamment, c'était l'objet d'une intervention dans l'atelier d'un président d'association qui, effectivement, depuis la loi 1901, nous faisait part de son expérience et nous disait qu'il devenait de plus en plus complexe pour une association de s'y retrouver fiscalement, administrativement, avec une augmentation parallèle des coûts liés à la prise, à l'emploi d'un comptable, à faire appel à un commissaire comptable, etc. Et d'un autre côté, il y a un équilibre aussi à trouver avec, c'est quand même l'utilisation des deniers publics, donc il y a un minimum de contrôle à faire, d'éligibilité à faire, avec cette saleté, je dirais, de Covid, qui est venue d'un côté alléger effectivement les conditions d'éligibilité pour certains projets d'associations, et qui, par effet de balancier, on retrouve une orthodoxie nécessaire et indispensable qui fait que peut-être que les conditions actuelles d'éligibilité à des financements sont devenues un petit peu plus complexes. De même, dans le secteur privé, on ne peut pas, d'un côté, effectivement, avoir des exigences commerciales, la nécessité de faire souscrire des associations à des services qui n'ont peut-être pas besoin, qui n'ont peut-être pas envie. Et d'un autre côté, on ne peut pas faire non plus l'économie pour un service bancaire d'un minimum de garantie financière, puisque derrière, il y a quand même une prise de risque de la banque à faire un prêt. Donc, il y a un minimum de contrôle, effectivement, à effectuer. En conclusion, on peut dire qu'à chaque difficulté rencontrée, il y a des solutions qui existent, même si parfois il est difficile de les trouver. Et c'est la raison pour laquelle il y a vraiment une nécessité de mutualiser les expériences, d'avoir un accès facile et synthétique aux différentes sources de financement. Et si vous me permettez une petite réflexion personnelle, ça fait déjà 5 ans, puisque ça a 5 ans que ça existe, que je suis rapporteur de commissions qui ont trait toutes au financement, comme par hasard. Et je dois dire que c'est la première qui, à mon sens, a vraiment une connotation vraiment pratico-pratique, dans la mesure où le financement, les pistes de financement commencent à prendre forme. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, les intervenants nous disent il y a des sous à disposition, il manque des projets. Donc pas d'hésitation, il y a des parcours, il y a des accompagnements qui vous permettent de mener à bien vos projets avec le nerf de la guerre. Merci à tous. Merci Monsieur Donadio. Nous allons tendre le micro, s'il vous plaît, à Johan Lecam, qui, lui, nous rapporte les différents temps d'échange sur l'utilité de la visibilité du réseau des structures d'inclusion. Bonjour, Monsieur Lecam. Bonjour, donc je suis Johan Lecam de l'association Solidarnum et j'étais responsable de la table ronde sur l'utilité de la visibilité des structures de médiation. Alors, je vais axer ma restitution en 3 points. Alors, on a eu la chance, je ne suis pas passé sur l'équipe, on a eu la chance d'être rejoint par Madame Séga-Noël, qui était notamment une bénéficiaire et qui a pu nous faire part de ses interrogations et de ses remarques en tant que bénéficiaire, justement, dans le cadre de la visibilité des structures d'inclusion. Vous conviendrez que c'est quand même important. Donc, les constats que nous avons faits, c'est-à-dire c'est la multiplicité des outils dans un premier temps, la multiplicité des outils déjà existants, des outils de cartographie et de données en règle générale. Donc on a notamment parlé du fait que parler de cartographie n'était pas particulièrement pertinent, qu'on parlerait plus de données. Donc quand on parle de données, on parle des données qui ont été recueillies concernant les différentes structures d'inclusion sur le territoire. Donc vous savez peut-être qu'il existe le hub ultranumérique de La Réunion qui regroupe plus de 150
structures sous une même cartographie ou sous un même annuaire en fait. Donc ces cartographies existent sur tout le territoire français et ont eu tendance à se multiplier. Donc, par exemple, dans le cadre d'ateliers GIE, donc pour le vieillissement actif, auquel Madame Sega, dont je parlais tout à l'heure, a participé, il y avait carrément une cartographie à part pour les personnes. Ce que nous avons constaté, c'est que la multiplicité de ces cartes finalement nuit à la cohérence globale, puisque les bénéficiaires eux-mêmes ne s'y retrouvent pas. Donc, si on veut être amené à accompagner les personnes vers le numérique et qu'on leur propose une multiplicité d'outils numériques, c'est évident que ça ne va pas fonctionner. Donc, le deuxième point, c'était l'importance des intermédiaires. Ce que je veux dire par intermédiaire, ce sont les personnes qui sont dans les mairies annexes et les associations de quartier et qui sont chargées de faire le lien entre les personnes qui sont en demande et les médiateurs numériques. Nous avons donc noté l'importance de communiquer avec ces intermédiaires et peut-être plus, donc on parle d'information et de formation de ces intermédiaires, puisque ces intermédiaires ils doivent être informés des cartographies qui existent ou des bases de données qui existent, mais aussi doivent être formés à bien rediriger les personnes. Ensuite, la disparité des publics, c'est encore autre chose. Donc, comme nous sommes sur la Réunion, les publics sont très divers et encore faut-il savoir communiquer pour pouvoir viser chacune de ces catégories de personnes. Et les besoins évoluent puisque effectivement le numérique, vous le savez, c'est en constante évolution. Les outils évoluent, donc notre accompagnement et aussi la manière de communiquer qui va avec va évoluer. En ce qui concerne les interrogations qui ont été soulevées, donc alors, la multiplicité, je viens d'en parler, excusez-moi, il y a une petite erreur. Comment adapter les données et la cartographie à l'itinérance? Donc, c'est des dispositifs qui se sont multipliés ces dernières années. Ce sont les centres de médiation numérique itinérants. Vous avez pu voir notamment le Zod camion numérique en haut, mais Emergence OI a aussi son camion itinérant pour les accompagnements numériques. Donc, il faudrait peut-être adapter les outils au passage de ces structures-là. Et comment communiquer auprès des publics déconnectés? Effectivement, c'était la grande interrogation. Comment on va pouvoir viser les personnes qui n'ont pas accès à Internet? Donc, si on axe notre communication sur les réseaux sociaux ou sur des sites Internet qui ne sont pas connus du public, on va les perdre. Alors, on va peut-être amener quelques éléments de réponse avec la suite. Donc, les pistes d'évolution que nous avons notées. Pour ce qui fonctionne, ce que nous avons noté avec nos échanges et qui fonctionne plutôt bien, c'est un retour à la communication traditionnelle, ce qui est plutôt contradictoire avec l'inclusion numérique, j'en conviens. Mais une communication traditionnelle, on a parlé carrément de publicité via Freedom, peut-être, ou d'affichage dans les mairies annexes. Donc ces méthodes de communication-là s'avèrent parfois plus efficaces que de rester sur nos propres réseaux et nos propres sites déjà existants. Donc c'est une piste à travailler. Établir un dialogue avec les structures publiques. Je le disais en introduction, de toute façon, ce sont ces intermédiaires-là qui nous ramènent aussi du public et donc qu'il faut informer et sensibiliser. Et entretenir le réseau entre les structures. Donc ça, c'était un peu le point de la fin de notre table ronde. C'est-à-dire que le but, ce serait d'échanger les bonnes pratiques entre nous, de savoir quelle méthode de communication fonctionne et de faire le lien entre les structures qui ont des accompagnements qui sont un peu complémentaires. Merci, Monsieur Lecam. Merci beaucoup. Nous allons parler inclusion et transition numérique chez les professionnels avec Jessirène Picard. Bonjour, Madame Picard. Bonjour. Alors, feedback. Inclusion et transition numérique chez les professionnels. Donc, on est parti dans une optique de regard croisé sur les enjeux et les difficultés que peut poser donc l'inclusion et la transition numérique chez les professionnels. Donc, on peut aller à la suite. On a visé 4 points, à savoir l'inclusion numérique, la transition. De quoi parle-t-on? Deuxième point, on a abordé les accompagnements existants, les freins
Et on visait aussi les usages du numérique aujourd'hui et demain. Effectivement, est-ce que le numérique peut être un atout de compétitivité pour les professionnels? Alors, on a eu plusieurs intervenants que nous pouvons voir sur la slide d'après. Pour la suite, inclusion numérique, déjà l'inclusion, qu'est-ce que c'est? L'inclusion, c'est l'accessibilité, c'est l'illettrisme, c'est l'électronisme, c'est aussi les profils qui rencontrent des difficultés socio-économiques. La transition numérique, je pense qu'on a eu de l'opérationnel en direct avec la Covid-19. Qui a lancé toutes les entreprises à une adaptation concrète et dans le cadre de la transition numérique. Et nous avons aussi des outils, des supports d'information, notamment le portail francenum.gouv pour les entreprises, ainsi que Stratégie numérique, qui permet déjà de s'informer. On a pu découvrir aussi un baromètre de croissance digitale. Donc, ce baromètre a été réalisé par Axel. C'est une étude qui permet de voir l'intérêt du digital dans la croissance. On a pu voir au niveau des accompagnements, donc la Chambre de commerce et de l'industrie, qui peut accompagner les entreprises. Il faut se rappeler aussi que chaque entreprise aura sa propre stratégie. C'est important de le souligner. Et on a aussi donc eu un retour sur l'outil du chèque LADI, notamment, qui accompagne les porteurs de projets, ainsi que le chèque numérique qui va se transformer en cap numérique, si j'ai bien compris, pour pouvoir accompagner la transition numérique. Voilà pour les accompagnements. Les freins qui ont pu être repérés lors de cette table ronde, c'est effectivement déjà, avant tout ça, avant ces définitions, ces montées en compétences, sa mise en action, nous savons tous que le changement en lui-même est porteur de stress, est porteur de peur, est porteur de nombreuses représentations, et que c'est le premier point à travailler dans la transition numérique. C'est l'humain. Donc effectivement, c'est lui donner du sens. Autant arriver à voir que la transition numérique est une opportunité et non pas que des risques. Après, effectivement, ça demande une montée en compétences, ça demande des formations, ça demande aussi un plan d'action. Il est important aussi pour chaque entreprise de prendre en compte toutes les ramifications, que ce soit au niveau des clients, des partenaires, toutes les parties qui seront incluses dans cette transition numérique. Nous n'avons pas abordé donc sur la slide suivante les usages du numérique, étant. Vous avez manqué de temps? On a débordé sur d'autres thématiques. Ce qui a été relevé, c'est effectivement il y a aussi des professionnels qui accompagnent les entreprises, qui sont peut-être dans leur sphère d'activité et qui gagneraient à être connus aussi, donc informés sur ces acteurs. Je crois que c'est bon. Ah oui, effectivement, un des points aussi qui était à aborder, le RGPD et la cybersécurité, qui sont aussi importants et d'actualité, tout comme la démarche RSE dans ce cadre-là. Voilà, j'espère. Mais très bien. Mais merci beaucoup, Madame Picard. À côté de vous, Davy Vallée, vous nous parlez de la base numérique du patrimoine. On vous laisse le temps de vous accorder avec la régie, avec la technique, si vous avez besoin de votre support. On vient de dire que j'ai du temps, donc on est en avance, donc merci. Merci de ce privilège. Alors oui, bonjour à tous. Je suis chargé de mission au Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la Réunion. Cet atelier sur le portail culturel numérique est le deuxième, puisque le premier a eu lieu l'année dernière au NEC.
L'année dernière, on était plus sur l'opportunité de la mise en place d'un portail culturel numérique. Cette année, on voulait rentrer un petit peu plus dans l'opérationnel avec la mise en place d'un cahier des charges. On a commencé du coup à poser une première problématique qui est sur la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, comment le numérique via un portail culturel pourrait devenir le vecteur de notre patrimoine matériel, immatériel, de notre île, en renforçant un petit peu notre vivre ensemble. Sur la slide suivante aussi, on pose cette problématique dans le cadre de l'éducation, donc d'un outil qui serait aussi performant pour l'éducation initiale, donc nationale et populaire, un outil aussi d'inclusion numérique par l'acquisition de compétences culturelles et compétences numériques, un outil aussi du coup dans cette problématique d'intergénérationnel, à savoir la construction d'une mémoire commune, un outil qui puisse être aussi un porteur d'interculturalité en touchant les communautés de l'océan Indien, et un outil surtout participatif, puisqu'on a beaucoup d'exemples de plateformes ou d'outils sur les réseaux sociaux qui abordent la question du patrimoine. Et la singularité de cet outil, c'était le côté où le citoyen, le grand public peut verser directement son patrimoine sur cette plateforme. Nous avons déterminé 4 enjeux dans ce début de cahier des charges sur la plateforme. Tout d'abord, un enjeu donc, de source de conservation et de partage de connaissances. Un enjeu donc aussi de sauvegarder un patrimoine qui ne rentre pas dans les critères de conservation muséaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les institutions ont des critères pour tout ce qui est patrimoine. Et l'idée, c'est d'avoir un outil qui puisse compléter un petit peu ce travail-là et qui, du coup, puisse protéger, sauvegarder et conserver donc, du patrimoine qui n'a pas forcément les critères de normes pour entrer dans les musées. Ce qui donc détermine pour un troisième enjeu, c'est de structurer donc, du coup, ce contenu du patrimoine pour en faire, donc dernier enjeu, un outil de transmission, un outil d'inclusion et un outil du coup participatif. Ce qui nous emmène sur les objectifs. Merci pour cette synchronicité. Donc on a déterminé 5 objectifs opérationnels. Donc le premier reste donc du coup le cœur un peu de l'outil, à savoir la sauvegarde du patrimoine et la transmission. Donc possibilité de sauvegarder sur cette plateforme numérique tout type de contenu lié à notre histoire, à nos histoires. Un objectif du coup opérationnel pour l'éducation nationale et l'éducation populaire, à savoir comment l'outil peut être du coup un centre de ressources autant pour des professeurs, pour aborder la question de l'histoire ou de la mémoire, ou des acteurs de l'éducation populaire dans les quartiers. Un objectif aussi intergénérationnel, c'est-à-dire comment, à travers cette plateforme, permettre de créer des liens entre les générations. Et ce matin, l'animatrice du CRIJ nous avait évoqué que l'intergénérationnel, ce n'est pas forcément entre le grand-père et les petits-enfants, c'est aussi entre, par exemple, la génération des 30 ans et la génération des lycéens, qui aujourd'hui n'ont plus les mêmes codes de consommation, d'usage, de pratique sur les réseaux sociaux. Un objectif, du coup, aussi d'interculturalité, c'est comment, à travers cette plateforme-là, on renforce aussi l'interculturalité déjà dans notre île, entre les communautés, mais aussi dans l'océan Indien, puisqu'on partage des outils, on partage des histoires aussi un petit peu communes aussi entre nous. Et un objectif qui est important pour nous aussi, c'est la création artistique. Donc comment, à partir de cette plateforme culturelle, ça peut stimuler et inspirer la création artistique. Et nous, on avait pris 2 exemples. Le premier exemple, c'était donc d'utiliser cette plateforme comme une sorte de ressource pour la création audiovisuelle. Et je pense que ça va peut-être intéresser du coup la région et M. Potier, à savoir tous ces créateurs qui souhaiteraient faire des films, par exemple, dans les années 80-90, qui pourraient avoir du coup une plateforme où ils pourraient trouver des objets qui seraient liés à cette période-là. Et d'un autre côté, on a un autre exemple avec l'Expo Marronnage qui a eu lieu à Salazie, le travail qui a été fait par le service régional de l'inventaire, qui a donné lieu à une création artistique d'une compagnie au niveau de la Réunion. Sur la slide suivante, on voit que la plateforme rentre dans un écosystème où il y a des initiatives qui sont déjà présentes. Et là-dessus, on avait déterminé 3 champs.
Tout d'abord, le champ un petit peu institutionnel. Donc, on a des plateformes qui sont déjà portées par les collectivités. Donc, le portail sur l'esclavage du département, qui est un portail vraiment bien fait et bien poussé sur la thématique de l'esclavage et de la société de plantation. On a le travail de la bibliothèque départementale de La Réunion qui va accueillir le Gallica Marque Blanche. Donc, pareil, c'est une extension de la Bibliothèque nationale de France. On a l'iconothèque de l'océan Indien aussi, qui est un centre de ressources au niveau des images. On a ce qu'on appelle les ANOM, donc les Archives nationales des Outre-mer, où on expliquait ce matin qu'il est beaucoup plus facile aujourd'hui de faire son arbre généalogique qu'il y a 30 ans, par exemple, puisque l'ensemble des archives ont été numérisées. On a aussi l'Université numérique de La Réunion, et on en parlait tout à l'heure sur la question des formations, et ils ont aussi une web TV avec énormément de ressources. Là, on est plus sur la littérature grise, la littérature scientifique, et on a le travail du service régional de l'inventaire aussi, qui fait un travail de numérisation du patrimoine. On a un deuxième champ, porté non pas par des institutionnels, mais plutôt par des associations militantes. Et là, on a repéré quelques exemples. Donc, l'histoire de La Réunion par les cartes, qui est portée par Monsieur Genevoix, un enseignant à l'université, qui, dans ses temps un peu libres, a créé un site où il répertorie toutes les cartes de La Réunion sur ce site. On a Zarboutan, passeur de mémoire, qui est une initiative aussi de Monsieur Fabrice Wislev, qui lui a mis des podcasts de récits de vie de Graham Moon sur ce site internet. On a notre ami Christian Objet Longtemps, qui lui, à travers sa page Facebook, donc c'est un collecteur d'objets, et il met des posts Facebook sur les objets qu'il trouve dans les quartiers. On a Florent Turpin, pareil, qui raconte un peu l'histoire des quartiers sur sa page Facebook. Et on a aussi un dernier exemple, c'est l'association de la confrérie des gens de la mer, qui est positionnée sur l'histoire maritime de La Réunion et qui utilise aussi souvent leur page Facebook pour montrer un petit peu les différentes découvertes qu'ils ont fait. Et on a un troisième champ aussi sur tout ce qui est collecte et tout ce qui est patrimoine, ce qu'on appelle un peu le champ entrepreneurial, donc c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont lancé des entreprises et qui utilisent un petit peu le numérique, les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer, pour pouvoir transmettre et en même temps créer des entreprises qui sont en lien avec le culturel. Donc on a l'exemple de Willical Culture sur Instagram, c'est un guide de pays qui utilise du coup les réseaux sociaux. On a l'application Léon qui fait des podcasts en lien avec les villes et les quartiers sur les histoires de ces zones-là. Et voilà, on a pas mal d'exemples sur Instagram. Donc on a des initiatives qui sont du coup présentes, qui sont portées par 3 types de champs, donc institutionnels, associations militantes et des profils beaucoup plus marqués par le privé, entreprise. Sur la slide après, donc l'idée était de déterminer du coup le positionnement de la plateforme. Donc on a du coup un outil, le numérique. On a des enjeux, sauvegarde, transmission, un patrimoine qui ne rentre pas dans des critères muséaux. On a un écosystème qui est déjà très actif. Donc, il fallait donc que la plateforme se positionne déjà non pas comme la future plateforme, non pas comme un outil concurrent, mais plutôt complémentaire. Donc, il trouve sa place auprès de l'ensemble des initiatives déjà présentes. La plateforme donc doit être participative, donc c'est le public, le citoyen qui peut verser directement son patrimoine. La plateforme peut être aussi interactive, donc la possibilité de prendre contact. Et là, on revient sur ce qu'on avait dit précédemment, sur cette possibilité, par exemple, si demain je veux faire un film, je recherche sur la plateforme des objets qui sont en lien avec les années 90 et je peux prendre contact avec les gens qui ont versé les pièces pour pouvoir louer avec eux les différents objets, pour que voilà, cette plateforme soit un véritable centre de ressources, mais commun à tous. Sur la slide suivante, on a pris un exemple un petit peu concret. Et on a pris l'exemple qui pour nous est très parlant, c'est ce qu'on appelle les chantiers de rénovation urbaine, les fameux en rue. Qui, par exemple, les villes portent des transformations de quartiers. Et souvent, dans ces projets-là, donc c'est des rénovations urbaines, où on a une destruction, des fois, des quartiers, où on a une modification. Et souvent, ces projets portent un travail de mémoire qui est peut-être pas suffisant, qui est léger. Et l'idée, c'est que cette plateforme pourrait, du coup, servir de base de récupération de toute cette mémoire populaire, de toute la mémoire du quartier, sur du patrimoine matériel, mais aussi du patrimoine immatériel. C'est-à-dire comment, par exemple, dans ce quartier-là, j'ai vécu, qu'est-ce que j'y ai fait, comment j'y ai joué, qu'est-ce que j'ai vu dans la croisée, dans le carrefour, est-ce que j'ai vu une vanne, est-ce que j'ai vu une vierge, est-ce que j'ai vu une bougie. Voilà, tous ces éléments pourraient être versés, par exemple, dans le cadre d'un chantier en rue et pourraient du coup apporter une autre dynamique dans le projet. Et souvent, c'est ce qu'on reproche au projet de rénovation urbaine, c'est qu'il manque une dynamique humaine, c'est-à-dire travailler l'ancien
et le nouveau, réintégrer la population qui était là avant dans le nouveau quartier. Et cette plateforme, en gros, cet outil pourrait du coup être utile dans le cadre d'un ANRU. Alors c'est qu'un exemple, parmi tant d'autres, mais c'était pour nous un exemple concret où on pourrait utiliser la plateforme comme un centre de ressources où on pourrait retrouver du coup des récits de vie, des photos, des objets, des espaces, des lieux. Et cette plateforme, si on ne pourrait pas pousser plus loin, pourrait du coup, par exemple, sur cette mémoire de quartier, être le début d'une histoire, d'un film ou d'un court-métrage, ou pourrait être le début d'un roman, pourrait être le début peut-être d'un travail artistique. Pour finir, donc, lors de l'atelier, on a du coup, avec l'ensemble des participants, donc il y avait le CRIJ, il y avait l'AFPAR, le service régional de l'inventaire, on avait aussi donc une association culturelle. Donc c'est de travailler sur la complémentarité avec les institutions. C'est vrai que le SRI, donc le service régional de l'inventaire, a expliqué que les différentes institutions n'ont pas encore forcément les moyens humains pour pouvoir participer à de l'archivage un peu à grande échelle. Et la plateforme peut être vraiment complémentaire avec les institutions. Ce qu'il faudrait travailler, c'est donc du coup les méthodologies d'archives pour qu'on partage du coup une méthodologie commune, même à ce niveau-là, pour que lorsque les pièces soient versées, les institutions puissent les récupérer du coup et faire la bascule dans la conservation, on va dire, un petit peu institutionnelle. Ce qui nécessite du coup, et là c'est le référent de l'AFPAR qui nous a parlé de ça, de la professionnalisation des médiateurs numériques. Parce qu'on a des médiateurs numériques, mais qui n'ont pas forcément de spécialisation patrimoine, de spécialisation récit de vie. Donc, on a évoqué du coup une piste de professionnaliser du coup l'ensemble des médiateurs qui sont déjà présents. L'autre piste aussi, c'est qu'on a des partenaires qui sont disponibles déjà tout de suite. Ce matin, le CRIJ nous a évoqué qu'ils avaient des services civiques qui accompagnaient les personnes âgées et qui pourraient être du coup ces premiers du coup interfaces ou médiateurs d'emmener les personnes âgées dans des espaces de tiers-lieux numériques pour pouvoir verser, par exemple, si la plateforme existait, les récits de vie de ces personnes. On a du coup à l'AFPAR donc la formation des médiateurs numériques et qui peut être du coup en lien avec le SRI, puisque le SRI aura besoin de l'ensemble de la chaîne pour pouvoir récupérer l'ensemble de ce patrimoine. Et puis le dernier point qui était très important, l'idée c'est que cette plateforme numérique soit appropriée par tous et ne reste pas dans un entre-soi de passionnés, de militants, et que donc il faudra mettre en place une politique d'appropriation de l'outil, autant au niveau de l'éducation populaire, de l'éducation nationale, des institutions, des associations, ainsi que du grand public. Donc voilà pour un petit peu cet atelier. Ce qu'on a défini après, c'est que les prochaines étapes, ce sera le budget, le calendrier et ensuite l'ensemble des partenariats à élargir, tout en sachant qu'un consortium d'acteurs privés s'est positionné sur un appel à projet de numérisation du patrimoine et s'est inspiré du travail déjà réalisé là pour pouvoir répondre, essayer de travailler sur cette mise en place de plateforme. Et pour information, le président Roger Ramsetti, président du Conseil de la Culture, plaidera demain lors de l'intervention de la préfecture sur tout ce qui est optimisation de l'action publique, sur la mise en place de cette plateforme-là entre les différentes institutions, les différents acteurs. Voilà, j'ai dit. Merci Monsieur Vallée. Je vous remercie. Vous pouvez laisser les micros ouverts pour les prochains intervenants. Nous vous remercions Monsieur Vallée, Monsieur Lecam, Madame Picard et Monsieur Donadio. 4 autres thèmes, ce sont les 4 derniers à aborder. Il y avait 3 tables rondes et 1 atelier. Je demande à celles et ceux qui doivent nous rapporter les différents échanges de venir nous retrouver au sujet des réseaux des France Services à La Réunion, la certification et labellisation valorisation des compétences, l'inclusion numérique et handicap, et l'apport des travailleurs sociaux et services publics aux bénéficiaires. J'ai normalement Nadine Montagnon avec nous, Fabien Degieux, Luc Gigor, Samuel Ablancourt et Sildric Robert. Il me semble que c'est Nadine Montagnon qui a travaillé sur le réseau des France Services à La Réunion. Et je vous donne la parole en première. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour à tous. Donc oui, sur le thème des France Services, donc pour ma part, je vais vous faire une synthèse
qui fut rapide de cet atelier assez riche. Je suis moi-même l'animatrice départementale depuis quelques mois pour le compte de la NCT et pilotage préfecture de La Réunion. Donc ces France Services, qui sont au nombre de 28, je vais y revenir, sont des structures transversales qui peuvent, au-delà de leur rôle sur l'accès aux droits, je vais y revenir, qui peuvent promouvoir l'inclusion numérique. Et c'est ce thème-là que nous avions choisi de traiter. Donc elles vont être au service de la promotion de l'inclusion numérique, dans l'appui qu'elles apportent au quotidien aux usagers, dans les démarches d'accès aux droits. Donc ces démarches d'accès aux droits sont centrées autour des partenaires nationaux et locaux qui sont embarqués aux côtés des structures. Donc les partenaires nationaux sont au nombre de 6 à La Réunion. La direction des finances publiques, donc les impôts qui sont parmi nous, Pôle emploi, la CGSS qui a dû nous quitter, qui était parmi nous ce matin aussi, la CAF, le ministère de la Justice à travers l'accès aux droits, les conciliateurs de justice, ce qui nous amène à 5, et le 6e étant la Poste. Donc, tout Réunionnais qui pousse la porte d'une France Service pourra trouver un appui et un accompagnement pour la réalisation des démarches de premier niveau de tous ces partenaires nationaux. À ceci peut s'ajouter des partenaires locaux qui peuvent être partenaires d'une France Service ou de plusieurs France Service. Et c'est un sujet sur lequel nous avons aussi discuté pendant cet atelier, que finalement le champ des partenaires des France Service pourra être amené à s'agrandir, à s'élargir sur tout ou partie du territoire réunionnais. Donc ces appuis, pour l'année 2022, le réseau des France Service, qui comprend 28 sites, a réalisé 70 000 actes. C'est pas rien. Ça fait 250 appuis par jour. 89% de ces appuis sont traités en totalité. 6 600 rendez-vous ont été pris auprès d'experts des partenaires. 2 700 personnes accueillies dans des ateliers, et notamment des ateliers numériques. 2 400 personnes qui ont accédé en autonomie à des outils numériques mis à leur disposition. Le taux de satisfaction des usagers en novembre est de 96,9. Il oscille cette année entre 97 et 99%, ce qui nous place très régulièrement dans le top 5, voire à la première place des départements nationaux. Donc c'est l'apport des France Services dans ce sujet d'inclusion numérique. Déjà, les points forts que nous avons pu évoquer du point de vue de nos partenaires. Sachant que dans les France Services, des gens qui poussent la porte peuvent être effectivement en autonomie numérique totale et venir accéder à un outil qui leur est utile, comme ils peuvent être numériques un petit peu mais pas trop, ou totalement néophytes, voire en électronisme. Donc du point de vue des partenaires France Services, le maillage territorial de proximité est vraiment le point qui ressort, c'est-à-dire que nos 28 structures sont au plus proche des usagers, avec un accueil de qualité qui est estimé indispensable en complément des implantations réunionnaises de nos partenaires. Donc les structures sont formées en intégralité par nos partenaires, aussi bien en immersion que par des formations régulières et des mises à jour, je dirais des connaissances minimum 2 fois par an de la plupart de nos partenaires, ce qui garantit une professionnalisation de l'accueil et des prestations. Les ateliers que nous réalisons dans nos France Services sont assurés en partenariat systématiquement. C'est-à-dire que ce ne sont pas des ateliers made in France Service, ce sont des ateliers conçus et animés par nos partenaires sur lesquels les agents vont faire la promotion, l'information et motiver les gens à venir y participer et s'y inscrire. Et c'est ça qui est un des points d'accroche aussi de l'inclusion numérique. Un autre point fort, c'est l'appui important dans l'appui aux démarches numériques. Par exemple, les impôts nous annoncent que 87% des demandes sont traitées par les France Services en direct. Et dans ces 87%, il y a bien entendu une grande majorité de démarches numériques. Alors, du point de vue des structures France Services, qui étaient 2 à nos côtés pour témoigner, les points forts cités étaient des partenaires à l'écoute et collaboratifs. Et sans ça, je pense qu'on aurait du mal à avancer.
Donc nous les en remercions. Une mise en place de collaboration avec les conseillers numériques déployés sur le terrain. Il y a déjà pas mal de structures qui hébergent des conseillers numériques ou qui en ont en proximité de leur structure, et la collaboration, quand elle a été mise en place, et on a vu des témoignages précis, porte vraiment ses fruits et permet un travail de fond intéressant. Alors, à charge de l'agent France Service, l'accueil de qualité, l'orientation, la compréhension du besoin et sa force de conviction pour amener une personne motivée entre les mains du conseiller numérique qui, lui, va pouvoir dérouler son métier. Donc la conviction des usagers pour aller vers l'apprentissage du numérique, elle débute dès l'accueil dans nos structures par une posture et des méthodes inclusives. Ça nécessite aussi du temps, de la persévérance, parce que ça ne va pas forcément marcher du premier coup, puisque la personne qui pousse la porte, elle est venue pour faire une démarche, a priori peut-être une démarche de déclaration d'impôt. Elle n'est pas forcément venue pour se former au numérique. Et c'est là tout le talent de nos agents qui vont pouvoir, sur le long terme, les motiver et les amener vers nos partenaires conseillers numériques ou autres partenaires associatifs. Autre point, alors nous avons également dans le réseau des 28 structures des structures mobiles. Pour ces structures mobiles, forcément, la collaboration avec des conseillers numériques ou des intervenants dans ce domaine-là va pas être dans le même lieu, ou du moins pas encore. Peut-être que ça fera l'objet d'axes d'innovation. En tout cas, elles s'appuient, elles, sur des lieux fixes d'inclusion numérique et ont besoin de mettre en place un suivi. Donc, sur les périmètres concernés, là encore, il y aura probablement des pistes de collaboration à mettre en place sur les structures mobiles. Donc, en synthèse, le réseau des France Services est par nature transversal, de qualité, ça marche. On a vu qu'il a fait 70 000 actes cette année, de confiance, en proximité, avec des agents qui vont déployer une certaine persévérance, de la ténacité et qui travaillent à faire participer l'usager à la réalisation de sa démarche. Le but n'étant pas de faire pour, même s'ils sont tous aidants connect et volontaires, mais de vraiment travailler à moyen terme, motiver le plus de monde possible à aller vers l'autonomie numérique. Donc leur job, et c'est eux qui le disent, c'est savoir rassurer. Parce qu'un des critères premiers, c'est « je ne suis pas tranquille face au numérique, j'ai peur de mal faire ou de ne pas savoir faire ». Donc leur talent, c'est de savoir rassurer, de faire participer. Donc ils sèment des graines. Nos agents France Service, finalement, sèment des graines pour la suite et pour des récoltes. Et on sera très heureux de passer la main à nos collègues conseillers numériques sur le domaine. Donc nos agents sont visibles, accessibles, joignables, partenaires de confiance et donc complètement impliqués dans l'inclusion numérique. Et pour citer une phrase qui nous a été donnée par un agent France Service ce matin, comme élément clé de conviction, un code confidentiel informatique, c'est la clé de votre maison. C'est important. Les axes de développement que nous avons évoqués, le premier, c'est tout d'abord de renforcer la collaboration et les échanges au sein du réseau France Service et avec les acteurs de l'inclusion numérique, le dispositif haptique, etc. J'en prends ma part, puisque ce sont des actions d'animation que nous allons mettre en place et des outils de partage qui sont prévus pour l'année 2023. Il va nous falloir également travailler à bien intégrer nos nouvelles structures, qu'elles puissent bénéficier de l'expérience des premières, organiser et partager les retours d'expérience, en intégrant là encore nos partenaires, y compris d'inclusion numérique, travailler de manière transversale entre partenaires, mais c'est déjà une réalité aujourd'hui, puisque on s'aperçoit que les usagers qui viennent nous voir, au-delà d'une demande CAF, CGSS, Pôle emploi, etc., arrivent avec une situation de vie, voire des problématiques sociales qui sont elles aussi totalement transversales. Et c'est le bénéfice du réseau de pouvoir les orienter vers les bons professionnels pour trouver les bonnes réponses. Également, nous avons un axe de travail sur l'accompagnement des petits pros au niveau des GFIP, mais pas uniquement, parce que finalement, on a beaucoup travaillé sur l'appui aux particuliers.
Et l'année 2023 devrait s'orienter aussi sur les petits pros. Et nous avons, après des sollicitations et questions de la salle, également retenu de travailler à la construction d'actions de communication transversales communes au réseau des France Services et à ses partenaires. Et en synthèse, eh bien, bravo aux équipes France Services et à leur écosystème. Les FS participent à l'acculturation numérique et sont des relais humains dans les parcours numériques. Merci. Et ceci est aussi un appel à partenaires. Merci Madame Montagnon. Ils sont 2 rapporteurs sur le prochain sujet qui concerne la certification et la labellisation, la valorisation des compétences. Nous avons avec nous Samuel Ablancourt. C'est moi. C'est vous. Et Cildric Robert. C'est l'autre. Bonjour messieurs. Bonjour à toutes et à tous. D'accord. Tu veux me couper la parole juste. Ok. Alors, je dis juste bonjour. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Vous testez la salle? Oui, effectivement. Ou vous attendez un retour? Oui, oui. Alors toute la salle, ok. Ouais. Relancez la chose. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Super. Alors nous avons 2 formats, 2 modalités de restitution pour cette partie. Alors même support, mais on peut vous faire une petite restitution de 20 minutes ou de 5 minutes. C'est vous qui choisissez? Plutôt 5 pour moi. Pour le bon déroulé. D'accord. Oui. La démocratie a parlé d'une voix. Parfait. Désolé, je me fais la voix de tout le monde. Pas de souci. Alors, sur cet atelier, ce qu'on a voulu proposer, c'est vraiment un atelier où on maille différents mondes. Donc, il y avait les bénéficiaires des parcours de formation, de certification qui sont proposés, donc les centres, les institutions qui les proposent, et d'autres structures qui œuvrent dans le domaine de l'insertion socio-professionnelle. Et sur ce déroulé, juste pour vous donner le goût de l'odeur, pour ceux qui n'étaient pas là, il y avait une mini-conférence qui ont été menées par 2 anciens stagiaires. Un Pecha-Coucha, alors je vais vous l'expliquer par la suite, qu'est-ce que c'est qu'un Pecha-Coucha, puisque c'est quelque chose qui avait pas mal interpellé les intervenants, mais également le public venu en nombre ce matin. Il y avait également un petit World Café, et là ce sera vraiment l'occasion pour nous de développer ce qui a pu être abordé sur ce World Café, et bien sûr la synthèse, en fait, c'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'applaudir tout de suite, c'est juste après. Alors, les mini-conférences, l'intervention de 2 anciens stagiaires de l'AFPAR, donc l'idée était de faire témoigner 2 bénéficiaires de la formation professionnelle sur, dans un premier temps, le titre responsable d'espace de médiation numérique, et un deuxième temps, une partie de ce titre, donc la première partie, pour former les médiateurs animateurs numériques. Annabelle disait tout à l'heure, exprimer le désir de certains médiateurs ou de conseillers numériques d'évoluer dans leur formation pour aller vers le titre REMN. Donc l'idée était de faire témoigner 2 anciens stagiaires de l'AFPAR et qu'ils parlent de l'apport de ces formations dans leur pratique aujourd'hui. Donc Madame Duguin travaille aujourd'hui en tant que en tant que médiatrice numérique à la mairie de Saint-Denis à la Montagne. Et monsieur Paul Forcina travaille avec le monsieur qui est à ma gauche à la WebCup en tant que médiateur aussi à Saint-Paul. Et ils ont surtout mis en avant l'importance de cette formation, de l'accompagnement. On ne s'improvise pas médiateur numérique. Il y a bien des compétences à acquérir et une professionnalisation qui est en cours. Et on œuvre en ce sens pour peut-être plus tard, je ne sais pas si je vais spoiler les travaux, mais je ne pense pas, on aimerait bien faire de médiateur animateur numérique un titre professionnel à part entière plutôt qu'un simple CCP. Alors, c'était vraiment le début de l'atelier qui avait mis en lumière tout l'aspect formation et valorisation des compétences, que ce soit sur le volet formel et informel. Et on s'est dit, avant de démarrer le World Café, ce serait quand même bien en fait de solliciter 3 structures pour un Pecha-Coucha. Alors je vais vous faire grâce de la définition qui est écrite juste là.
Mais notre idée, c'était plutôt de mettre en difficulté les personnes qui intervenaient, parce que généralement, les experts prennent de la place et parlent beaucoup. Et là, c'était vraiment sur un temps contraint, donc 20 slides de 20 secondes, donc 5 minutes 40 de mémoire. Et du coup, on a eu une belle présentation de Léna Félix pour le CRIJ sur ce que c'était que les open badges, comment ça pourrait être utile dans les parcours d'insertion socio-professionnelle, et tout ça, ça a été illustré à travers une belle petite histoire qui nous a été partagée. Et ce que j'ai retenu surtout, en fait, à l'issue de cette présentation, c'est le faire ensemble. Peut-être, petit rappel pour ceux qui posent la question, qu'est-ce que c'est qu'un open badge ? Par exemple, qui m'a posé la question ? Tout le monde. Vous participez vraiment énormément. Ouais, super. Merci madame. Donc l'open badge, c'était vraiment l'idée de pouvoir montrer, rendre visibles les compétences informelles et non formelles acquis dans différents espaces d'apprentissage, avec une particularité qui est le dossier de preuve et la validation et la reconnaissance par les pairs. Deuxième Péchakucha. Le second Péchakucha, donc de l'Université de La Réunion par M. Aubert, qui a parlé du PIX, qui est donc une certification en fait des compétences numériques, certification nationale mais de plus en plus reconnue au niveau européen, qui atteste donc d'une certaine maîtrise du numérique en complément en fait des open badges ou des titres professionnels. Autre sujet qui a été abordé, puisqu'on est dans une période où il y a quelque chose qui s'appelle la Coupe du Monde, donc on a réinventé un match. Donc c'était pas Portugal-Suisse, où hier soir c'était Maroc-Espagne. Alors là, du coup, là il y a de la participation, parfait. Donc on a refait un match qui était le match titre professionnel contre les micro-credentials. Tout le monde admirera l'anglais, oui. Tout le monde sait ce que c'est qu'un micro-credentials. Oui. Vous pouvez nous le rappeler si vous voulez, comme ça nous rafraîchira la mémoire. Merci de me tendre la perche. Donc, les micro-credentials, ce sont des façons de reconnaître des micro-compétences par de la micro-certification, tout simplement. Et généralement, ça se présente sous la forme d'une certification numérique ou d'un badge numérique. Contrairement à l'open badge, on est sur une procédure qui est un petit peu plus, on va dire, standardisée, reconnue et institutionnalisée. Et l'idée de ce Péchakucha, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas vraiment de mettre en opposition les titres pro et les micro-credentials. En fait, on est parti de cette opposition pour arriver en fait sur une conclusion de plutôt complémentarité. Voilà. Une fois qu'on a pu poser le cadre avec les Péchakucha et les témoignages, donc on a pu mettre en place nos World Café. Du coup, il y en avait 3. Un sur les open badges, un autre sur les PIX, et le troisième qui était en fait comment se faire rencontrer les mondes titres pro et micro alors on va dire micro-certification parce que mon anglais est vraiment mauvais, donc des titres pro et micro-certification dans un but d'insertion socio-professionnelle. Donc l'idée c'était de faire participer les personnes présentes et après quelques échanges entre eux et réponses à des questions, on a voulu synthétiser le tout sous forme de SWOT. Donc chaque sous-groupe a restitué des forces, des faiblesses, des menaces et des opportunités sur les sujets. Donc, ce qui est ressorti pour le PIX, comme vous le voyez écrit là, les forces, donc c'est de plus en plus reconnu par les employeurs, c'est une certification, ça permet de valoriser les compétences. Les faiblesses pour certains, donc d'après les témoignages des conseillers numériques qui le font passer, le prix peut être un frein. Pas uniquement le prix de la certification, mais aussi le prix du matériel à posséder pour pouvoir passer la certification. Les menaces, donc la concurrence. Il y a d'autres certifications qui existent, donc le TOSA par exemple, et les opportunités à développer. Comme c'est quelque chose qui commence à s'étendre à l'Europe, c'est une certification à valoriser de plus en plus et à développer.
Alors, on a mis en fait une petite photo pour que vous puissiez regarder autour de vous qui étaient les participants aux ateliers. Pour les 2 autres ateliers, Open Badge, titre pro et micro-certification, donc on a réussi en fait à trouver vraiment de la congruence entre tous ces univers, en se disant qu'effectivement, on a là de nouvelles opportunités qui nous permettent de mettre en avant des nouvelles compétences. Alors les titres pro évoluent peut-être pas aussi rapidement qu'on le voudrait, puisque ça répond vraiment à tout un référentiel inscrit au RNCP, mais il y a de nouvelles compétences qui arrivent avec les évolutions technologiques qui sont nécessaires et qui méritent en fait d'être reconnues. Et les open badges et les micro-certifications pourraient servir d'outils pour encapsuler toutes ces nouvelles pratiques professionnelles et tout simplement pour pouvoir matérialiser les différentes compétences humaines qui, jusqu'à maintenant, en fait, avaient du mal à être évaluées et tout simplement mises en avant. Alors, merci pour les photos. C'est pas grave. On me spoil, on me coupe. Parfait. C'est Brice qui va. Ah oui, c'est parce que. Ah oui, d'accord. C'est pas moi qui ai la télécommande. Alors du coup, je termine 10 secondes juste pour dire effectivement, ce qui en est ressorti aussi, c'est qu'on a vraiment de nouvelles opportunités de pouvoir cartographier, puisque cartographier c'est le mot qui revient quand même assez souvent. Cartographier c'est compétences et de rendre visible ce qui jusqu'à maintenant était totalement invisible. Et l'idée, c'est de pouvoir mailler tous les mondes entre titres professionnels, micro-certification et reconnaissance par les pairs avec les open badges. Et l'idée, en fait, pour avancer encore plus vite, c'est que tout le monde puisse être associé à l'émergence et à la diffusion de ces nouveaux outils de valorisation et de reconnaissance. Juste pour terminer, je voulais marquer un petit silence. Ils vont venir les applaudissements. Vous n'avez pas besoin de les réclamer. Non, mais j'avais pas. Non, c'était pas des applaudissements. J'avais pas demandé ça. Mais... Une seconde de silence pour m'applaudir. Voilà. Vous alliez dire. Ah non. 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 non, mais par contre, voilà, vous les avez. Parce que vous avez bien bossé quand même. Vous avez fait une jolie présentation. On voit que si vous n'y avez pas passé la nuit, vous y avez quand même passé beaucoup de temps. Non. Oui, on a essayé de trouver la piñata pour pouvoir faire exploser tout ça et montrer que l'on peut reconnaître un ensemble de compétences. Merci. Merci à vous, Monsieur Ablancourt. Merci également à votre cher voisin Cildric Robert. Merci beaucoup. Nous parlons inclusion numérique et handicap maintenant avec Fabien Degieux. Bonjour, Monsieur Degieux. Bonjour. Alors restez, on va parler d'inclusion numérique et handicap. Je sais, parfois ça fait peur, mais restez quand même. Le thème de cette table ronde, c'était effectivement l'inclusion numérique et le handicap. Quelles sont les évolutions Donc, on a pu échanger avec Pierre Reynaud, Émilie Élyséon, Christophe Lebon, Myriam Van Led et moi également. Et merci aussi au public qui était présent, avec qui on a pas mal échangé aussi autour des questions qu'on va pouvoir un petit peu détailler dans ce slide. Merci. Alors, l'introduction, c'est pas d'inclusion numérique sans accessibilité. Il y a parfois un amalgame entre inclusion numérique et accessibilité. Il faut bien recentrer un peu le sujet. Alors ça, on y viendra après, mais en tout cas, ce qu'on voulait mettre dans l'inclusion, dans l'introduction, c'est que l'inclusion numérique ne peut pas se faire si les supports sur lesquels doivent être formés ou en tout cas initier les utilisateurs ne sont pas non plus accessibles et que du coup, que ce soit une personne porteuse de handicap ou un utilisateur lambda, il ne faut jamais penser que le coupable c'est l'utilisateur parce qu'il ne maîtrise pas ces outils-là, mais c'est bien le concepteur de l'outil et que on va dire la culpabilité doit un peu changer de camp. Souvent, les utilisateurs qu'on a l'habitude d'accompagner se sentent coupables de ne pas y arriver, alors qu'au final, il faut qu'ils aient à l'esprit que ce ne sont pas eux en faute, mais qu'il y a vraiment un manque de conception accessible dans les outils numériques aujourd'hui. Alors du coup, inclusion et accessibilité. Donc l'inclusion, c'est vraiment d'adapter la personne à l'outil, l'accompagner pour la rendre, on va dire, pertinente face à l'outil.
L'accessibilité, c'est vraiment qu'elle soit autonome, cette personne. Et dans accessibilité, c'est à ce moment-là qu'on va rentrer toutes les personnes avec différents types de handicap. Et comment les faire rentrer autonomes sur ces outils, c'est là qu'interviennent justement les travaux liés à l'accessibilité. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Alors déjà, une bonne nouvelle grâce au Covid, en tout cas, une des choses qui a permis le Covid, c'est quand même un bond en avant dans l'accessibilité. On le mesure depuis 2-3 ans maintenant. Les entreprises, enfin tout le monde a vraiment mis en place pour ses salariés ou même pour ses grands-parents, de son entourage, lors des confinements et de toutes ces périodes où on n'a pas pu être présent auprès de nos proches et notamment les plus âgés, de pouvoir justement rendre des outils encore plus accessibles afin de garder, de conserver ce lien social même s'il passait par le numérique. Aussi, une chose qui a été soulevée, c'est l'importance de simplifier la langue, quel que soit l'outil numérique, et là on parle à la fois d'accessibilité et d'inclusion. Il est important en fait de recentrer les éléments de langage autour de l'utilisateur et de sa compréhension. Bien souvent, quand on accompagne des bénéficiaires aux outils numériques, même nous, des fois, sincèrement, on ne comprend pas ce qu'a voulu nous faire prendre conscience l'institution ou en tout cas la personne qui a créé le formulaire. Donc il y a aussi déjà une importance de simplifier le langage. On a parlé des obligations légales. Il y a clairement des obligations légales mais qui ne sont pas respectées. On va le voir dans un instant. Donc déjà, depuis 1999, les termes d'accessibilité sont rentrés dans des textes de loi avec notamment des référentiels, celui de la réglementation générale de l'amélioration de l'accessibilité, qui permettent justement de donner des codes et un cadre à cette accessibilité numérique. Et malgré tout ça, il faut continuer à en parler, à démultiplier en fait la communication, que ce soit pour les professionnels ou même les bénéficiaires, mais quand même surtout les professionnels, les institutionnels, pour qu'ils aient une meilleure compréhension de l'accessibilité. Alors, toujours dans ce cadre légal, normalement, c'est 20 000 € d'amende depuis 2016. Et il faut savoir que pourtant, très peu de sites internet, même publics, de collectivités, etc., respectent cette loi. Donc il y a un très grand nombre de sites complètement illégaux qui sont en ligne aujourd'hui. Dernier exemple en date, si vous avez suivi un petit peu les actualités métropolitaines, surtout avec les problèmes de tension électrique, ils ont sorti la fameuse application EcoWatt avec son site web. Eh bien, EcoWatt n'est absolument pas accessible. Une personne avec déficience visuelle ne pourra absolument pas utiliser le service EcoWatt, et pourtant c'est quelque chose que vient de sortir l'État. Donc on se rend compte quand même qu'il y a vraiment un manque d'implication et de volonté, même au plus haut niveau, pour rendre les outils citoyens numériques accessibles. Discrimination, on peut vraiment parler de discrimination lorsqu'un site n'est pas accessible. Quelque part, c'est discriminer les personnes qui n'y auront pas accès. Et on a pris l'exemple également des États-Unis où il y avait carrément, on voit souvent ça aux États-Unis, des cabinets avocats spécialisés, notamment avec l'exemple de Domino's Pizza qui avait dû payer très cher un utilisateur qui s'est senti discriminé parce qu'il ne pouvait pas commander de pizza pour chez lui. Alors, on n'en est pas là en France, c'est très américain, mais ça montre que là-bas, les choses, quelque part, avancent, notamment par le biais de ces sanctions financières. Alors, on a parlé d'un exemple d'expérimentation très intéressant, l'application Sense, qui a été conçue, alors je me souviens plus bien, je crois que c'est vers Angers. C'est ça, Christophe? Ok, merci. Qui est en cours de développement. Donc maintenant, c'est une sorte d'annuaire de service qui est vraiment conçu avec et pour les personnes déficientes visuelles, auditives, etc. et qui va un petit peu vulgariser et pouvoir donner toutes les informations nécessaires pour l'accompagnement de ces personnes. Donc c'est un outil qui est encore expérimenté sur cette zone géographique-là, mais qui prochainement va intégrer une géolocalisation des lieux d'utilisation pour avoir un annuaire correspondant au lieu où on se trouve. Alors là, c'est la partie échange avec le public. Donc on a eu beaucoup d'échanges
très fournie. Comment rendre accessibles les établissements médico-sociaux à ces services. Alors type WebCup, il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres structures d'accompagnement, mais que les établissements qui justement gèrent ces personnes porteuses de handicap, comment pouvoir les accompagner dans l'accessibilité numérique auprès de leurs bénéficiaires. La question de la formation aussi, de la sensibilisation directement dans les écoles de développeurs, ça manque. On en parle un peu dans les écoles de développement, mais sans doute pas assez. Et puis on ne va pas se le cacher. Enfin, moi personnellement, je connais très bien le monde du développement informatique. C'est un peu un sujet tabou, l'accessibilité. Sincèrement, ça fait chier les développeurs. Ils n'ont pas envie de s'en occuper. Et en plus, pour le client, c'est un surcoût par rapport aux travaux qu'il veut développer. La formation des personnes qui accompagnent dans les dispositifs de droit commun, effectivement, beaucoup de dispositifs reçoivent des bénéficiaires porteurs de handicap, ils ne savent pas comment communiquer et les accompagner sur ces outils-là. Développer des partenariats entre établissements médico-sociaux et tous les acteurs qui interviennent auprès des personnes en situation de handicap. Donc là aussi, il y avait des remontées comme ça du public qui voulaient un petit peu appuyer le fait que c'était encore un petit peu trop cloisonné entre les différentes structures qui accompagnent pourtant le même type de bénéficiaires. Le chèque numérique versus prestataire conforme aux règles d'accessibilité. Ça, c'était une réflexion autour du dispositif des chèques numériques de la région, qui est un super dispositif. Alors, la région est là, on ne va pas dire le contraire, non, mais je rigole, c'est vraiment un très bon dispositif qui permet vraiment à tout plein de structures de faire des sites web, mais quid, quelque part, des sociétés qui émargent au chèque numérique pour pouvoir délivrer des prestations de sites internet, est-ce qu'il y aurait une sensibilisation à faire auprès de ces prestataires pour qu'ils puissent automatiquement rendre accessibles les sites qu'ils développent par ce dispositif régional? Ça peut être quelque chose d'intéressant à soulever. Et ensuite, on a eu aussi dans la salle des développeurs, justement, qui nous disaient être conscients de l'accessibilité, être conscients qu'il faut mettre ces choses-là en place, notamment un qui disait qu'il le mettait en place, mais qu'il avait du mal à faire tester ensuite ces outils. Et là aussi, il y a peut-être un sujet de réflexion à amener autour de pourquoi pas essayer de trouver des dispositifs qui permettraient de financer en fait du bêta-testing des sites web lorsque les développeurs veulent tester tous les outils d'accessibilité qu'ils ont implémentés dans leur site web. Et en conclusion, donc accessibilité et inclusion, est-ce que c'est vraiment deux choses différentes ? Non. L'accessibilité, c'est vraiment un outil au service de l'inclusion. Comme on le mentionnait en introduction, il ne peut pas y avoir d'accompagnement d'inclusion numérique auprès des bénéficiaires si déjà les outils ne sont pas accessibles pour tout à chacun. C'était le mot de la fin. Et juste pour terminer, je vais vous apprendre quelque chose. En tout cas, moi, je l'ai appris aujourd'hui. Ces slides ont été conçus avec une police qui s'appelle Luciole. Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, Myriam de l'IRSAM m'a appris que Luciole est la police qui est la plus accessible pour les personnes qui ont des déficiences visuelles. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser à l'avenir. Merci beaucoup. Merci, monsieur Degieux. À côté de vous, Luc Gigord, bonjour. Bonjour, je ne sais pas si il est 34, je ne crois pas que j'ai le temps de parler. Ben si, vous nous faites un rapport quand même sur les apports des travailleurs sociaux et les services publics aux bénéficiaires. Bon, alors, je ne vous cache pas que, en ma qualité de directeur de Solidarnum, j'étais un peu au four au pluriel et au moulin au pluriel depuis hier matin. Donc j'ai eu un peu de mal à me trouver un moment tranquille, mais j'ai quand même fait un travail de synthèse. Alors je remercie vivement les nombreux intervenants de l'atelier, enfin de la table ronde plutôt. On était quasiment 10 ou 11 intervenants, donc avec un public à peu près du même ordre en termes quantitatifs. Annabelle, il va falloir passer des slides. 1, 2, vas-y, passe. Alors, donc je vais faire remonter certaines tendances. Je vais être très rapide pour faire plaisir à Brice et Christine. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous montrer des tendances qui sont sorties dans les échanges. Alors, ce qui était très très bien, c'est que la mairie de Saint-Paul est arrivée avec des témoignages de nombreux bénéficiaires sous format de pastilles sonores. Donc ça nous a pas mal alimenté les échanges. Et on le verra un petit peu plus tard. L'IRTS, quant à elle, dans le cadre du NEC, a réalisé une enquête auprès de ses étudiants, donc dans le cadre de ses formations. Alors, ce qu'on a pu constater, c'est que, de manière générale, pour les travailleurs sociaux, le numérique apporte plus de liberté et de satisfaction. C'est-à-dire qu'en fait, le travailleur social qui maîtrise le numérique, qui arrive à le transmettre, a une satisfaction assez importante. Par contre, pour les bénéficiaires,
Le positionnement est plus contrasté, c'est pas gagné, c'est plus compliqué. Et grosso modo, tous les bénéficiaires s'accordent à dire que l'accompagnement n'est pas suffisant. Il est trop ponctuel, il est trop ponctuel et pas suffisamment soutenu. Alors là, on a mis l'enjeu 50 heures minimum de formation pour rendre les personnes réellement autonomes dans le domaine du numérique. Et la plupart des bénéficiaires ne bénéficient pas d'une enveloppe d'accompagnement de ce domaine. De même, les bénéficiaires, il ne faut pas tous les traiter de manière identique. Ils sont tous différents. Et on a mis cette phrase, il faut apprendre à apprendre et prendre le temps d'apprendre. Donc en fait, chaque bénéficiaire, on doit s'adapter à minima pour le former. Annabelle, merci. Alors oui, aussi, on a noté quelque chose des différences générationnelles entre travailleurs sociaux. Alors certains travailleurs sociaux sont totalement autonomes, alors donc d'autres ont eux-mêmes de gros besoins de formation au numérique. Et donc on s'est dit qu'il faut être vigilant et réactif face aux remontées des travailleurs sociaux et pas les traiter, enfin pas les considérer tous sur le même pied d'égalité. T'as anticipé, Annabelle, c'est bien. Ah oui, un point fort qui est monté même un peu sanguin, c'est le manque de prise de responsabilité de l'État face aux enjeux. Parce que l'atelier, c'était apport des travailleurs sociaux et des services publics aux bénéficiaires. Alors, le constat, mais qui est partagé finalement avec tout le monde, y compris l'assistance et les intervenants, c'est que l'État impose, dans sa mutation numérique, des dématérialisations et laisse en marge de la société des personnes en situation d'inégalité. Donc, les participants à cet atelier s'accordent tous pour dire que les missions d'accompagnement des personnes en difficulté numérique sont confiées à des acteurs, associations, sans leur donner vraiment les moyens de mener ces missions. Je sais que ça a été discuté à plusieurs reprises. En particulier, ça a été évoqué par le directeur de la MEDNUM, la question de la pérennisation des dispositifs d'accompagnement des personnes en situation de fracture. Donc, il faut impérativement pérenniser les ressources et les compétences. Oui, parce que les médiateurs numériques dont nous disposons, je crois NCFS sur le territoire, il y en a 60 à l'heure actuelle, ou 70, je ne sais plus trop. Ils montent en compétences et il faut à tout prix conserver ces compétences et ces ressources pour qu'ils puissent accompagner le territoire durablement. Slide suivante. Alors, retour d'expérience des bénéficiaires de Saint-Paul et Bois-de-Nef. Alors, les bénéficiaires, c'est incroyable. Je ne peux pas vous faire écouter les pastilles audio, mais les bénéficiaires se montrent extrêmement demandeurs et proactifs dans l'apprentissage. Et on se rend compte que plus on leur consacre de temps, plus ils sont emballés à l'idée de devenir autonomes. Et ils le deviennent. On avait une bénéficiaire de Bois-de-Nef qui était présente physiquement, aux côtés de Françoise Duchman, Marie-Denise, et qui vraiment nous a témoigné en disant qu'elle n'avait absolument aucune idée de ce qu'était un outil numérique et qu'aujourd'hui, elle maîtrisait parfaitement, grâce au dispositif Casalir, l'outil numérique. Donc, c'était assez poignant. Diapo suivante. Alors, la fracture numérique n'est pas forcément générationnelle. Alors ça, c'est très, très intéressant aussi, parce qu'on se dit souvent, fracture numérique, personnes âgées. Personnes âgées, familles, on peut demander aux plus jeunes. Mais en fait, on se rend compte, et là, c'était Johan de Saint-Paul qui nous a fait remarquer que si une personne âgée demande à ses enfants ou ses petits-enfants de l'aider, en fait, on se rend compte qu'ils ne maîtrisent pas plus et ils sont en situation de fracture numérique, parce que la plupart des jeunes, s'ils savent manipuler les déplacements sur les réseaux sociaux, les échanges, etc., la plupart ne savent pas ce que c'est qu'une adresse électronique, une adresse email. Donc là, on avait un exemple rigolo. Alors, je ne sais pas si l'adresse mail était zolitikaf974@gmail.com. Il envoie une lettre de candidature pour un emploi avec une adresse comme ça. Donc, il y a aussi chez les plus jeunes un besoin d'accompagnement parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas en situation d'exclusion, en situation de maîtrise du numérique, mais en fin de compte, ils le sont tout autant d'une autre manière. Slide suivante. Alors oui, l'enquête de l'IRTS, extrêmement intéressante, très très riche. On n'a pas pu tout exploiter. J'ai décidé de vous montrer quelques résultats, mais je pense que cette étude sera valorisée dans les annales de ce NEC 5e édition 2022. Alors, ils ont posé un certain nombre de questions. L'échantillon était composé de 125 personnes, donc c'est pas mal, du point de vue statistique. Et toute une série de questions ont été donc adressées à ces personnes de cet échantillon. Donc numérique, aujourd'hui, pensez-vous que le numérique est accessible aux personnes en situation de handicap?
on est à peu près sur du 50-50. Oui, 54, non, 46%. Alors évidemment, on n'a pas eu le temps de creuser et d'aller dans le fond de l'analyse de ces données, mais on va certainement le faire avec Patrick et Anaël de l'IRTS. Slide suivante, et j'ai presque fini, Brice et Christine, promis. Voilà, autre question. Aujourd'hui, pensez-vous que le numérique est accessible aux personnes âgées? Alors vous voyez que là, le oui est nettement plus faible, 28%, et le non plus important, 72%. Slide d'après. Ah oui, alors ça, c'est les dernières slides. C'est l'IRTS a répertorié quantitativement auprès de son échantillon les craintes et les espoirs liés au numérique. Alors vous voyez que les espoirs représentent seulement un quart et les craintes sont largement en tête avec 66%. Alors, slide suivante, on va rentrer un petit peu dans le détail et après je vais conclure. Donc, les craintes les plus citées parmi les réponses, vous le voyez tout en bas. La crainte la plus importante qui se manifeste le plus souvent, c'est la rupture du lien social et la déshumanisation. Il y a aussi la question de la sécurisation des données. Vous voyez, RGPD, perte de données, sécurité des données, etc. Donc voilà, il y a des craintes qui se manifestent, bon, on le sait tous. Et slide suivante, mais il y a aussi des espoirs. Et les espoirs, c'est accessibilité pour tous, autonomie. J'ai beau avoir mes lunettes, je suis désolé, mais j'ai du mal à lire le texte. Donc je vous laisse le faire. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des personnes manifestent dans leur réponse d'abord la crainte, mais la plupart des personnes finissent par dire oui, mais voilà, en gros, ça peut être bien aussi. Et souvent, les personnes disent ça peut être bien, mais ça doit être bien parce qu'un jour ou l'autre, on n'aura plus le choix que de passer par ce canal numérique. Voilà. Ça sera tout, je pense. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, pas du tout. Non, je regarde la montre. On devrait s'en sortir. Ça devrait aller. Merci, Monsieur Gigord, Monsieur Degieux, Monsieur Robert, Monsieur Ablancourt et Madame Montagnon.